Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai déjà publié une vidéo sur les élections qui ont eu lieu à New York et dans plusieurs autres États, surtout démocrates, et sur les conclusions qu'il faut tirer à partir des résultats. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à regarder la vidéo précédente. Le mieux serait bien sûr de la regarder avant celle-ci, mais vous pouvez aussi la regarder après celle que vous regardez en ce moment. Maintenant, je vais parler de l'effet que cela a eu sur la ville de New York et, en général, sur tout le pays. Très probablement, l'élection et la politique, disons, d'un socialiste démocrate autoproclamé, en réalité communiste, comme Mamdani, auront un impact. Comme vous le savez, dans notre pays, il y a plusieurs niveaux de direction. Il y a le gouvernement fédéral qui s'occupe d'un certain nombre d'affaires extérieures ou interétatiques, et il y a le gouvernement des États, qui s'occupe de toutes sortes de questions liées à l'État. Et si vous vous souvenez, un État est un pays à part entière. Et il y a aussi l'administration locale, qui est généralement dirigée par le maire de la ville. Certaines villes américaines sont si grandes qu'elles dépassent en taille et en importance de nombreux États. À New York, en comptant les résidents temporaires et les touristes, il y a environ 20 millions de personnes. La ville historique était le plus grand centre industriel, surtout dans l'industrie légère de l'imprimerie. Mais actuellement, New York est avant tout un centre financier, d'affaires et culturel du pays, et non industriel. Donc des missions à l'étranger. Mamdani a promis à la population de la ville une énorme quantité de biens et de services gratuits ou bon marché. Il a promis de rendre la ville plus abordable, d'égaliser les milliardaires avec les pauvres, de construire pratiquement une sorte de paradis sur Terre. Eh bien, celle qu'on avait déjà essayé de construire à Cuba, au Soudan, au Venezuela, en Corée du Nord et dans beaucoup d'autres merveilleux coins de notre planète. Si Mamdani met en œuvre ses promesses de bus gratuits, d'éducation gratuite, de magasins d'alimentation et d'autres initiatives sociales d'envergure, cela augmentera sérieusement la charge sur le budget de New York et exigera une refonte radicale du système fiscal de la ville. Pour financer les nouveaux programmes sociaux, Mamdani propose d'augmenter l'impôt sur le revenu de 2% pour les citoyens riches de la ville et l'impôt sur les sociétés jusqu'à 11,5%. C'est dans le New Jersey, disons. Selon les estimations, de telles mesures pourraient en rapporter jusqu'à 9 milliards de dollars supplémentaires par an, ce qui permettrait, selon eux, de couvrir les dépenses pour les bus gratuits, les programmes pour enfants, les magasins municipaux et la garde d'enfants. Mais il y a aussi un autre côté, à savoir, lorsque tu commences à augmenter les impôts et à détériorer certaines choses, les personnes que tu essaies justement de taxer commencent à quitter ton quartier, ta région, ta ville ou ton État. Les économistes avertissent quant eux qu'une augmentation massive de la pression fiscale pourrait accentuer l'exode des habitants aisés et des entreprises hors de la ville, et que les recettes fiscales totales à long terme risquent de baisser. À cause de la fuite de la base, quand les plus gros contribuables partent. À court terme, le budget, il pourra supporter les dépenses annoncées, car le budget total de la ville de New York dépasse 100 milliards. Ils soutiendront de nouveaux programmes, peut-être à condition que l'État donne son accord. C'est-à-dire que l'État doit participer à cela, ainsi que l'administration, la gestion des nouveaux prélèvements, c'est-à-dire la collecte des impôts. À long terme, l'effet dépendra de la force de la réaction du marché et des entreprises. Si les résidents aisés et les grandes entreprises commencent à déménager en Floride et au Texas, la base fiscale de la ville diminuera et il deviendra difficile de financer les services municipaux gratuits. Il est difficile de maintenir cela sans augmenter constamment les impôts, pour tous les autres. Ces idiots qui ont voté ne comprennent pas que cela concerne tout le monde, pas seulement les milliardaires. Les services gratuits entraînent toujours plus de dépenses. Il faudra compenser. Quoi? On doit acheter le billet dans le trolleybus où il n'y a que des bus, pas de tramway? C'est bien ça? Augmenter les transferts pour l'éducation et les aides sociales, quelqu'un doit payer pour ça. La mise en place de ces programmes demandera au moins une coordination avec les autorités de l'État. Ils pourraient ne pas en être satisfaits.
Et les obstacles politiques peuvent ralentir les réformes, voire les rendre impossibles sans concessions importantes. Quelles concessions alors ? Conclusion. Si les plans de Mamdani sont mis en œuvre, les impôts sur les entreprises B sont riches. Que signifie riche ? Ce n'est pas très clairement défini à New York, pourrait augmenter considérablement dans les 2 prochaines années. Parallèlement, la classe moyenne subira probablement une pression. Pourquoi ? Parce que l'évasion de ceux qui paient des impôts va augmenter. Une telle expérience fiscale sera à la fois attrayante pour une partie des citoyens, bien sûr c'est gratuit, et très risqué pour la stabilité de la ville. Il n'y aura pas assez d'argent pour quoi que ce soit. Selon les estimations actuelles, la mise en œuvre de toutes les principales promesses électorales sous la supervision de Mamdani. Je vais les énumérer encore une fois. Bus gratuit, éducation préscolaire gratuite, magasins d'alimentation municipaux. Le gel des loyers pour, je crois qu'il a dit, 1 million d'appartements coûtera au budget de la ville environ 7 milliards de dollars par an, en plus du niveau actuel des dépenses. Le gel des loyers peut réduire les recettes fiscales provenant de l'immobilier, mais il ne nécessitera pas de dépenses budgétaires directes. Que se passera-t-il si les constructeurs quittent la ville parce qu'il ne leur est plus rentable de construire des logements pour les habitants de la ville ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne pourront pas obtenir les profits qu'ils espéraient auparavant ou qu'ils peuvent obtenir ailleurs. En d'autres termes, le secteur de la construction ou le secteur de la construction de logements va là où vont tous les autres dans le monde, c'est-à-dire là où il se sent le mieux. Donc si la situation devient moins favorable pour lui, il partira de là. D'un autre côté, si dans votre maison que vous possédez vivent des gens qui ne vous pètent plus. Le loyer n'augmente pas, mais l'inflation continue, alors à un moment donné, vous cessez de faire du profit. Ou vous en recevez si peu que cela ne suffit pas pour le ménage, pour remettre le logement en état habitable, après des réparations. Les quartiers Tokyo dans lesquels voient haut, tous les quartiers où des restrictions ont déjà été introduites. Cela signifie que les immeubles deviennent toujours plus sales, moins entretenus et atteignent presque toujours un état d'urgence. Mais en même temps, aucun des habitants de ces quartiers s'en ne part, parce que c'est bon marché là-bas. Comme vous le comprenez, ces quartiers deviennent déjà des foyers de criminalité et de drogue. Près de la misère et de l'abandon. Ces expériences Kwanson ont déjà été menées à Baltimore, à Détroit et dans toute une série d'autres villes américaines, et aujourd'hui on les appelle des villes fantômes. Et à Baltimore, il ne reste maintenant que la moitié de la population, et à Détroit, il me semble, un quart. En général, cela améliore la vie de la population d'un pays, d'une ville ou de toute société. On peut améliorer de 2 façons. Une façon consiste à prendre à ceux qui ont plus et à donner à ceux qui ont moins. Au final, ce sera pareil, mais les possessions de chacun seront redistribuées. Autrement, il faut produire plus pour que chacun ait davantage. J'avais 100 maintenant, j'ai 110. Tu avais 10 maintenant, tu as 20. Et la différence peut rester la même, si la différence est importante pour toi. Mais de mon point de vue, le plus important, c'est de sortir les gens de la misère vers la pauvreté, puis de la pauvreté vers une existence normale. C'est ce qui s'est passé en Amérique pendant plus de 200 ans. Ce que seul et exclusivement le marché libre peut garantir. Et ce que nous appelons le capitalisme, en réalité, c'est la ligne de démarcation entre les collectivistes et les individualistes. Les collectivistes pensent que l'essentiel, c'est que tout soit égal, équitable et presque identique. Les individualistes pensent qu'il faut produire autant de propriétés que possible, qu'il faut l'améliorer, la rendre moins chère, et alors la majorité de la population, que ce soit du pays, de la région ou de la ville, pourra acquérir cette propriété. Ils travaillant maintenant ont été embauchés et reçoivent une compensation. Les individualistes, eux, ne proposent pas de compensation, mais suggèrent de partager ce qui a été volé à la majorité. Si l'on soustrait les recettes supplémentaires promises et que l'on prend en compte la possible évasion de la base fiscale. Le déficit budgétaire chronique potentiel pourrait atteindre de 2 à 5 milliards de dollars par an d'ici 1 à 2 ans. 1 à 2 ans après la mise en œuvre de ces programmes.
À long terme, penchant l'afflux de nouveaux impôts et la perte des anciennes recettes dépendront du comportement des entreprises et des résidents aisés de la ville de New York. Si l'administration Mamdani fait vraiment quelque chose, eh bien, nous en doutons beaucoup, oui, mais il se passera forcément quelque chose. Si des mesures sont prises pour augmenter considérablement les impôts sur les sociétés et l'immobilier, combinés à un gel des loyers et à des programmes gratuits à grande échelle, tout sera gratuit. Il est très probable que New York soit confronté à une fuite de capitaux, d'entreprises et d'une partie de sa population, en particulier parmi les résidents aisés et les investisseurs. Les conséquences attendues pour la ville sont les suivantes: une fuite accélérée des capitaux et des entreprises. Les grandes entreprises, investisseurs, banques et certaines sociétés technologiques pourraient déplacer leurs sièges, employés et actifs de New York vers des régions à fiscalité plus avantageuse, comme déjà vu avec des entreprises de financières californiennes et new-yorkaises qui choisissent la Floride ou le Texas. C'est ce qu'écrit Forbes. Selon les dernières estimations et enquêtes, jusqu'à 1 million d'habitants ont déclaré être prêts à quitter la ville en cas de changements sociaux, radicaux et d'augmentation des impôts. Et il s'agit de personnes ayant un revenu supérieur à 250 000 par an, c'est le noyau de la base fiscale de la ville. Les estimations réalistes indiquent que 300 000 à 2 millions de personnes pourraient les partir en 2 à 3 ans de réforme si elles sont mises sans les familles aisées, cadres supérieurs et certains spécialistes en informatique et finance influencent directement les recettes fiscales. Mais ça, c'est New York. Parlons un peu de l'influence que ces élections et ce qui va se passer auront sur tout le pays. Lors des élections nationales générales, les idées des fascistes démocrates comme Mamdani, Acacia et Cortés, ainsi que d'autres comme Sanders, ne sont pas accueillies avec autant d'enthousiasme qu'à New York. D'ailleurs, il faudra absolument parler séparément de la raison pour laquelle la majorité des Juifs de la ville de New York ont voté pour le communisme, mais c'est un autre sujet. Cela montre simplement que les gens qui savent très bien construire, jouer aux échecs, faire du cinéma et du théâtre, lancer des fusées, se sont avérés aussi très doués pour faire la guerre. Néanmoins, ils peuvent être absolument et complètement stupides lorsqu'il s'agit de prévoir leurs actions 3 ou 4 coups à l'avance dans la vie. Aux échecs, on réussit d'une façon. Mais dans la vie, la politique ou l'économie, nous, les Juifs, nous sommes révélés être des idiots absolus et complets. D'ailleurs, nous avons toujours été des idiots absolus et complets dans la police, l'économie et la vie sociale. Rappelons que seuls 20% des Juifs ont quitté l'Égypte, pas la totalité ni la moitié. Nous sommes tous les descendants de ces 20%, mais ensuite il se passait constamment. C'est pareil à chaque génération, presque une sélection. Peut-être qu'à chaque génération, c'était 20-80, 20-80, les 80 se dispersaient en quelque part et les 20 continuaient d'avancer. Ces 20% engendraient massivement de nouveaux individus, dont la descendance se divisait aussi en 80 et 20, mais nous aborderons ce sujet une autre fois. Donc, les idées de Mamdani concernant la réduction des subventions à la police, c'est-à-dire qu'est-ce que cela signifie, détériorer l'environnement criminel, donc améliorer la vie des criminels. Son idée d'augmenter les impôts pour la classe moyenne, ces pensées selon lesquelles Israël est notre ennemi, alors que les musulmans sont très gentils et ne veulent que la paix. On a tenté de construire le socialisme 70 fois dans le monde sans jamais réussir. Cela s'est produit parce qu'il y avait de mauvaises personnes qui essayaient de le construire. Mais maintenant, enfin, ce sont de bonnes personnes qui essaient de le faire. Et donc tout sera complètement différent. L'Amérique profonde ne comprend pas vraiment à qui ce délire peut bien servir. Ils veulent que le gouvernement les protège des dangers, ne les empêche pas de vivre, ne les entraîne pas dans des guerres, leur donne la possibilité de prier le Dieu de leur choix ou de ne prier aucun Dieu. C'est à eux de décider. Ils veulent que leurs enfants suivent pas leur exemple et refusent de tout changement de sexe. Eh bien, en gros, c'est ce que proposent les partisans de Mamdani. Même de la saucisse gratuite ne les convaincra pas de voter pour un tel programme. Donc, du point de vue des élections présidentielles, un tel programme ne fonctionne pas. Du point de vue des élections sénatoriales, probablement comme il y avait des États bleus et des États rouges, cela restera ainsi. En raison des changements importants qui vont se produire en Californie et dans les États du Sud, on redessine les circonscriptions dans lesquelles seront élus les membres de la Chambre basse, c'est-à-dire nos représentants au Congrès.
En Californie, cela ajoutera 5 sièges aux démocrates. Et dans le Sud, si la Cour suprême le permet, cela ajoutera de 12 à 19 sièges aux républicains. La tâche principale des républicains en ce moment est d'empêcher la Chambre basse d'obtenir une majorité démocrate. Pour l'instant, rien n'indique la perte de la majorité républicaine, ni à la Chambre basse, ni à la Chambre haute. Mais je ne pense pas que dans les États rouges, on élira des gouverneurs démocrates. Mais pour garantir que la prise de pouvoir par le Parti démocrate corrompu ne se produise pas dans un avenir proche, de laisser en nécessaire que le pays et le gouvernement se concentrent sur l'amélioration de la vie des Américains, et non sur nos affaires à l'étranger. Comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, je n'appelle pas à cesser de s'occuper des affaires étrangères. J'appelle à consacrer 90% du temps et des efforts à les consacrer ici, à s'occuper des affaires intérieures. Parce que si nous instaurons la paix dans 2, 3 ou 5 autres endroits, mais que nous perdons l'élection à la Maison-Blanche en 2028, alors tous nos efforts seront réduits à néant. Donc il faut renforcer la base, construire la coalition que Donald Trump a créée en 2024, l'élargir et améliorer considérablement la vie des Américains. C'est la recette de la victoire pour 4, 8, voire même 16 ans à venir. Au revoir, à bientôt.